Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Nous irons voir l'exposition photo consacrée aux éléphantes Baby et Népal en marge du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Nous ouvrirons une large page musicale avec tout d'abord le premier concert de l'année donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche dernier. Coup de projecteur également sur un concert qui aura lieu le 7 février prochain à l'espace Léo Ferré. Sur scène, le chanteur Anthony Molins et l'orchestre des Carabiniers du Prince. Et à l'issue de ce journal, votre magazine Actu Sport avec les résultats du week-end. Mais avant de développer ces titres, sachez que dans le chapitre international, 3 ambassadeurs viennent de remettre leur lettre de créance au souverain ce lundi, à commencer par son Excellence Madame Ekaterine Siradze-Delaunay, représentant la République de Géorgie. Des lettres de créance ont également été déposées par son Excellence Yoshi Suzuki pour le Japon. Et enfin, un nouvel ambassadeur pour le Royaume d'Espagne en la présence de son Excellence Don Carlos Bastarech Sagues. Sans transition, jeudi débutera le 38e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Du côté du chapiteau de Fontvieille, l'heure est aux ultimes mises en place, comme vous pouvez le voir sur ces images. La plupart des animaux et artistes qui animeront les différents spectacles et se disputeront les très convoités clowns d'or sont arrivés à Monaco. Ils vont répéter sans relâche jusqu'à jeudi soir, date de l'ouverture du festival. Et en préambule à l'édition 2014 de ce rendez-vous mondial a débuté ce week-end au musée océanographique une très belle exposition photo qui retrace les grandes étapes du sauvetage par la princesse Stéphanie des 2 éléphantes Baby et Népal. Reportage de Patricia Navarro. Il était une fois Baby et Népal. Ce pourrait être le début d'un conte magnifique. C'est simplement une belle histoire. Une histoire vraie d'une princesse pas comme les autres, passionnée des éléphants. Il a été l'un des témoins privilégiés de la formidable épopée de Baby et Népal. Le vernissage de l'exposition « Il était une fois Baby et Népal » a donné l'occasion au docteur Frère, conseiller artistique du Festival international du cirque, de raconter l'histoire de ces 2 éléphantes sauvées d'une mort certaine par la princesse Stéphanie. Une histoire qui est à découvrir à travers les 40 superbes photographies signées Frédéric Nébinger et exposées au musée océanographique. J'ai pas suivi le plus dur, toute la bataille juridique qu'il y a dû y avoir et qui a été à mon avis très pénible et très longue. Donc moi je suis témoin en fait, ça s'est passé le 11 juillet, donc je suis parti avec la princesse et donc on est allé, j'ai vécu, j'ai fait les photos de ce, je sais pas comment on peut dire, de ce rapatriement des éléphants. Et j'étais aussi alors arrivé à Fontbonne. Voilà. Et depuis, j'ai appris à les connaître, à me faire oublier pour faire des photos. Voilà. Il faut quand même rester sur ses gardes. Il y en a une qui n'a pas été, je pense, pas très bien traitée. Donc mais sinon, oui, il y en a une autre, Népal, qui c'est super. Ces instants de vie, ces moments pleins de tendresse illustrent par-dessus tout la volonté sans faille de la princesse Stéphanie qui, alertée par sa fille Pauline, s'est battue pendant de longs mois pour faire transférer les éléphantes de Lyon, où elles étaient suspectées d'être porteuses de la tuberculose, jusqu'aux pentes du Montagel, où elles vont désormais poursuivre une retraite paisible. C'est vrai que la princesse est vraiment heureuse, quoi. Et il y a un vrai lien, mais je pense que c'est un peu une généralité avec la princesse dans son engagement. On peut parler de Fighted, je crois que c'est 10 ans cette année. C'est toujours un engagement total, humain. Et à Carpentras, il n'y avait rien. Et maintenant, depuis 4 ans, il y a une maison de vie avec des gens qui sont atteints du sida et qui ont... elle a une faculté de créer la vie, parce que maintenant à Fontbonne, c'est une vraie entreprise avec des gens qui s'en occupent, qui travaillent. Et puis il y a c'est fabuleux. Aux côtés des photos de Baby et Népal, vous pourrez également admirer au musée océanographique une petite partie de la collection de costumes de cirque du Dr Frère. Et alors que le Festival international du cirque va se dérouler du 16 au 26 janvier, l'exposition « Il était une fois Baby et Népal » se poursuivra quant à elle jusqu'au 9 février. Et si vous souhaitez vous aussi contribuer au bien-être et à l'entretien de Baby et Népal, sachez qu'une association a tout spécialement été créée pour récolter des fonds.
Voilà ce que l'on pouvait dire de cette exposition en marge du Festival international du cirque de Monte-Carlo, festival que l'on retrouvera régulièrement sur notre antenne. Le reste de l'actualité, en bref, l'association monégasque pour la connaissance des arts a organisé la dernière conférence de la saison 2013-2014 pour conclure son cycle nommé Côté court, côté jardin. Une conférence vendredi dernier au Théâtre des Variétés de Serge Légat avec pour thème le paysage dans la peinture au XVIIIe siècle. Musique, les membres de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont passé la transition 2013-2014 en jouant du Tchaïkovski pour les ballets de Monte-Carlo à l'occasion du spectacle Casse-Noisette Compagnie. Et bien pour le premier concert de l'année qui s'est déroulé ce dimanche à l'auditorium Régnier 3, les musiciens de l'orchestre ont encore joué du Tchaïkovski avec le célèbre concerto numéro 1 pour piano et orchestre, José Sacré. Soliste de ce concerto numéro 1 pour piano et orchestre de Tchaïkovski, Simon Trepski, un musicien né en Macédoine, qui dès son premier disque a montré sa passion pour la musique russe, en enregistrant d'abord un florilège mêlant Tchaïkovski, Scriabine, Stravinsky, Prokofiev, puis les 4 concertos pour piano de Rachmaninoff, récompensés par la presse internationale. Quand on joue concerto pour un instrument avec orchestre, c'est une musique de chambre, comme faire musique de chambre. Et voilà, j'avais le soutien du chef et des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Et dans ces moments, bien sûr que l'artiste, le soliste, est très motivé et inspiré. Voilà, le piano est aussi vraiment un très bon instrument et il me donne des chances pour créer et pour profiter de toutes les couleurs que je peux créer. J'essaye de chanter dans chaque composition, chaque œuvre que je joue. Et Tchaïkovski donne beaucoup de chances comme ça, mais vraiment, je ne pense pas qu'il y a beaucoup des chances d'espace pour improvisation. Si on essaie d'être naturel, logique, dans les règles de la nature de la musique, si je peux dire, je pense que ce départ, ce start est très bon. Bien sûr que la base est toujours dans les partitions. Et si on essaye de respecter tous les signes qui Tchaïkovski ou autres compositeurs ont écrit, voilà, on sera plus proche à la vérité. Devant le succès et les nombreux rappels du public, Simon Trepski a joué 2 bis, dont une pièce adaptée d'un air traditionnel macédonien, en duo, et c'est exceptionnel, avec le premier violon super soliste de l'orchestre, Lisa Kerop. C'était grand excitement et vraiment grand plaisir pour moi de faire la collaboration avec elle parce que j'ai noté et j'ai senti qu'elle m'a donné grand soutien dans le concerto aussi pendant les répétitions. Je voudrais remercier à Lisa pour l'attitude professionnelle et pour être vraiment une très bonne personne dans le cœur aussi. Coup de projecteur à présent avec un concert qui aura lieu le 7 février prochain à l'espace Léo Ferré. Sur scène, le chanteur Anthony Mullins et l'orchestre des Carabiniers du Prince. Pour eux, une soirée musicale bien sûr, mais surtout caritative. Les explications de Sandrine Nègre.
Moins d'un mois avant le concert, répétition intensive, non pas à l'espace Léo Ferré, mais au Grimaldi Forum pour les musiciens de l'Orchestre des Carabiniers du Prince et Anthony Molins, le chanteur bien connu pour reprendre les titres phares de Manolo Escobar. Car oui, vous l'aurez compris, ce concert est placé sous le signe de la musique ibérique, comme l'indique d'ailleurs le titre de la soirée, Viva Espagne. C'est un répertoire que l'on appelle en Espagne un répertoire de coplas. Donc la copla était un ensemble de chansons à variation de couplets. C'est un peu compliqué, mais en fait pour essayer de simplifier, c'est du passo doble, hein, c'est du boléro, c'est des variantes de flamenco qu'on appelle samba. En fait, c'est la vraie chanson espagnole. Hein. On a plutôt tendance, lorsqu'on parle du répertoire espagnol, à penser gypsy, par exemple, avec ses grands rythmes endiablés de rumba. Il y en a, bien entendu, dans la chanson espagnole, mais là, on est vraiment, nous, dans le cœur profond de l'Espagne, qui part, si vous préférez, de l'Andalousie jusqu'aux frontières de Catalogne, Barcelone. Au cours de cette soirée, Anthony Molins pourra compter sur l'appui des musiciens de l'Orchestre des Carabiniers du Prince, qui répètent de manière intensive ces morceaux de musique espagnole, un registre nouveau pour eux. Il y a des heures supplémentaires de travail et surtout un état d'esprit. Il ne s'agit pas d'aborder un répertoire comme cela, comme diverses musiques. Il est évident que depuis que notre orchestre évolue dans son répertoire, il évolue dans cet esprit et justement ce travail a été mis en pratique, on va dire, pour ce répertoire particulier. Voilà, on s'est mis, on va dire, à l'heure espagnole. Et le major Christian Escafre, justement, dirigera l'orchestre au cours de cette soirée, même s'il a laissé son poste il y a quelques mois à son successeur, l'adjudant-chef Olivier Dréan, également présent le 7 février prochain. J'ai cédé ma place, mais on me fait l'honneur d'être là ce soir. Il est vrai que je suis un petit peu à l'origine de ce programme. J'ai œuvré dans tous les arrangements, dans toutes les orchestrations de ce programme. C'est quelque part le remerciement de cette soirée. Voilà. Je serai ce qu'on appelle le maître de cérémonie, l'MC. Donc j'essaierai d'expliquer au public un petit peu le pourquoi de la soirée. Et concrètement, je jouerai le premier morceau, afin de mettre un petit peu en bouche. Hein, on va préparer un petit peu les oreilles de l'auditoire. Et une fois que ce premier morceau sera interprété, j'inviterai notre chanteur, Tony, et puis le chef, le conducteur réel de ces morceaux, parce qu'il en a assuré l'orchestration. Hein, ce projet, vous vous en doutez bien, ne s'est pas fait en 15 jours. C'est un travail de pratiquement 18 mois de création. Donc le major était à l'origine de ce projet. Au-delà d'une grande soirée musicale, vous pourrez surtout assister à un concert caritatif organisé pour soutenir 2 associations, celle présidée par son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie, Fighteds Monaco, et l'association Céline, présidée par Anthony Molins, qui vient en aide aux enfants atteints de leucémie, une association créée par sa fille Céline, disparue. Vous l'avez entendu dans ce reportage, on ne parle plus de la fanfare des Carabiniers du Prince, mais bien de l'orchestre. Pourquoi ce changement de nom? Voici quelques éléments de réponse. Il est évident que l'appellation fanfare était tout à fait justifiée à sa création. L'évolution des choses en tant que recrutement au niveau des instruments a évolué en intégrant des anches, des bois et même à un moment donné des flûtes. Nous avons aujourd'hui une guitare, nous avons eu également un piano par le passé. Ça a énormément bougé, ce qui fait qu'aujourd'hui l'appellation fanfare ne correspond plus du tout à la formation. Il a fallu réactualiser la chose et nous avons profité de l'arrivée du nouveau chef de fanfare pour remettre les choses à jour. En bref, pour finir, des images impressionnantes de l'arrivée par la mer de la charpente métallique de la rampe de mise à l'eau du futur Yacht Club. Il s'agit là de la partie immergée. Cette structure est arrivée ce lundi matin de Fos-sur-Mer. La deuxième partie émergée devrait arriver dans les semaines à venir. Cette structure d'une longueur d'environ 29 mètres pour une pente de 11% prendra place dans l'avant-port et permettra la mise à l'eau des petits bateaux depuis le quai Louis II. La date d'arrivée de cette deuxième rampe dépendra de la météo. Une transition toute trouvée pour vous parler du temps qu'il fera dans les jours à venir. Mardi, des nuages et des averses le matin et des éclaircies au fil de la journée. Le temps se rafraîchit un peu, il fera de 9 à 12 degrés. Mercredi, une journée assez agréable, pas de pluie, les températures sont proches des normales, de 9 à 14 degrés.
Jeudi, une nouvelle détérioration avec beaucoup plus de nuages pluvieux. Les températures restent acceptables de 12 à 13 degrés. Et enfin vendredi, un temps plus automnal qu'hivernal, des nuages et quelques éclaircies comptées de 10 à 13 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. À très bientôt. Au revoir. Passons à présent au championnat de France de taekwondo qui se sont déroulés au Stade Louis II ce week-end et qui ont réuni pas moins de 600 spécialistes de la discipline. Parmi eux, des monégasques. Marine Pintuné chez les plus de 59 kg en cadet, montée sur la 3e marche du podium. Chez les moins de 21 ans, Joséphine Aubry et Maxime Consentino ont réalisé une belle entrée en compétition pour leur première grosse expérience. En revanche, déception pour Thalys Beltrame, championne de France en titre, qui n'a pas réussi à conserver son titre. Blessée au genou, l'arbitre a dû mettre fin au combat. A noter qu'Anouk Doria, elle, remportait la Coupe du Prince Albert II samedi, une compétition par équipe. La monégasque avait enfilé pour l'occasion la tunique de l'équipe de France. On reste dans les sports de combat. Après plusieurs décennies sans avoir accueilli de grands combats, la boxe a fait son grand retour l'année dernière à la Salle des Étoiles avec 2 grands rendez-vous, dont un ponctué par le sacre de Golovkin en WBA. Eh bien, le Kazakh sera de nouveau à Monaco le 1er février prochain à l'occasion des Monte Carlo Fighting Bonanza. Frédéric Elion vous en dit plus. Monaco est en train de réussir son pari, redevenir une place forte de la boxe en Europe. Après 2 soirées consacrées au Monte Carlo $1 million super fort, la Société des Bains de Mer organise en partenariat avec Golden Gloves une 3e réunion prestigieuse, le Monte Carlo Boxing Bonanza. La Salle des Étoiles accueillera le 1er février dès 17h30 6 combats dont 2 championnats du monde. Parmi les têtes d'affiche, Gennady Golovkin fait son retour en principauté. Le Kazakh, au bilan impressionnant de 28 victoires dont 25 par KO et 0 défaite, sera opposé au Ghanéen Ousmane Adama pour le championnat du monde WBA IBO des poids moyens. Autre championnat du monde, celui IBO des poids coqs entre le Philippin Ray Loreto et le Sud-Africain Joey. 4 autres combats internationaux seront au programme de cette soirée exceptionnelle. Exceptionnelle pourquoi ? Parce qu'il y a 3 championnats du monde et 2 championnats intercontinentaux. Je crois que ça s'est rarement vu dans une manifestation de boxe au plan mondial. Hein. Donc voilà, ça va être exceptionnel. La deuxième chose, c'est quoi ? C'est Golovkin, exceptionnel, champion exceptionnel, qui a commencé, je ne dirais pas que, mais disons qu'il a commencé à éclater à Monaco au mois de mars. Tout le monde veut venir à Monaco. Dans le milieu de la boxe, on est déjà positionné. Maintenant, il s'agit de continuer et de le faire au niveau mondial. Le jeune talent de la boxe monégasque Hugo Mikalev boxera également le 1er février contre Imad Ziani, boxeur espoir toulousain. L'occasion de peaufiner sa préparation en vue des championnats de France de sa catégorie. Mais pour se qualifier, Hugo devra remporter un premier combat le 18 janvier. Pour un garçon comme Hugo, imaginons, il a 15 ans et il a déjà boxé avec les plus grands boxeurs du monde. C'est très rare. Bon. Et ça donne une expérience extraordinaire. Évidemment, un combat est toujours un combat, 3 rounds de 2 minutes, c'est toujours la même chose. Mais quand on s'entraîne pendant une semaine avec Golovkin, avec Bursak, avec Makabu, avec Fletcher, quand on les côtoie et quand on peut parler avec eux, échanger avec eux, ça vous fait faire un bond. Ce Monte Carlo Boxing Bonanza sera diffusé dans plus de 150 pays. Les places sont à la vente depuis 3 semaines. Prix des places encore disponibles de 150 à 1000 euros. Du ring, on passe au grand bassin avec la fête de l'eau au Stade Louis II. Elle a mis à l'honneur les nageurs de l'AS Monaco Natation. Et nous avons profité de cette occasion pour rencontrer Michel Pou, l'entraîneur général. Ensemble, nous avons fait un bilan de ce premier trimestre de compétition. Et il nous dévoile également les objectifs de cette année 2014.
Sur 2013, nous avons eu deux jeunes filles qui ont participé pour l'une au championnat du monde junior, pour l'autre à la Coupe de la Comène, qui est la Coupe de la Confédération méditerranéenne avec l'équipe de France. Un jeune qui était à la limite de la qualification, qui loupe d'une place la qualification pour les championnats du monde universitaires. Et enfin un autre qui a fini sur les podiums des championnats de France élite dernièrement en petit bassin à Dijon au mois de décembre. Et qui a réalisé la 10e meilleure performance européenne de l'année. Quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2014, Michel? En ce qui me concerne, pour les jeunes essentiellement, de nouveau de résultats sportifs de qualité, des sélections bien sûr pour quelques-uns en équipe de France, c'est l'objectif de la saison. Pour d'autres, de pouvoir se qualifier au championnat de France élite. Et puis pour l'ensemble, avoir la possibilité de briller aussi dans leurs études, puisqu'ils sont tous scolarisés ou universitaires. Et en ce qui nous concerne, nous cherchons à faire en sorte qu'ils puissent concilier les deux. Avant de refermer ce journal, un mot sur les autres résultats sportifs du week-end. Les championnats de tennis de table, de hand et de volleyball n'ont pas encore repris. Seul le basket a fait sa rentrée sur le parquet de Vichy. Les joueurs de Savo Vucevic commencent bien 2014 puisqu'ils ont signé leur première victoire de l'année en battant leur dauphin 65-63. C'est la 13e victoire de rang de l'ASM Basket qui est toujours leader du championnat avec 30 points. Voilà, Actu Sport, votre magazine des sports est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de résultats sportifs sur Monaco Info.